Août 1791. La nuit tombe sur la plantation Bellecour, nichée dans les hauteurs de Saint-Domingue. Le ciel vire au gris plomb. Les nuages s'accumulent à l'horizon comme une armée prête à fondre sur l'île. La chaleur devient étouffante, oppressante. Les oiseaux se taisent, les chiens gémissent et se cachent sous les vérandas. Tous les signes annoncent ce que les habitants de l'île redoutent le plus, un ouragan. Marquise Catherine de Saint-Domingue observe le ciel depuis les fenêtres de sa demeure. Cette femme de 32 ans règne sur 300 hectares de canne à sucre et 87 esclaves. Son mari, le marquis Édouard, est mort 3 ans plus tôt d'une fièvre tropicale. Depuis, elle dirige seule l'exploitation avec une main de fer. Les autres planteurs la méprisent. Une femme qui commande des hommes, qui prend les décisions, qui refuse de se remarier. Une aberration dans cette société coloniale rigide. Catherine n'a pas toujours été cette femme froide et impénétrable. Elle arrive à Saint-Domingue à 18 ans, jeune mariée pleine d'illusions. La réalité de la colonie la frappe de plein fouet. L'esclavage, qu'elle connaissait par les récits édulcorés des salons parisiens, se révèle dans toute sa brutalité. Les fouets qui claquent à l'aube, les corps marqués au fer rouge, les enfants arrachés à leur mère pour être vendus. Son mari participe à ces horreurs avec une indifférence terrifiante. Elle se tait, elle observe. Elle apprend à survivre dans ce monde cruel. Quand Édouard meurt, les créanciers affluent. Ils pensent qu'une veuve abandonnera tout, vendra la plantation à perte. Catherine les surprend. Elle négocie, menace, manœuvre. Elle conserve son domaine. Mais pour cela, elle doit devenir aussi impitoyable que les hommes qui l'entourent. Elle ferme son sœur. Elle oublie ses rêves de jeune fille. Elle devient la marquise, une femme que personne n'ose défier. Le vent se lève, les premières rafales courbent les palmiers. Les contremaîtres courent dans tous les sens, hurlant des ordres. Il faut sécuriser les récoltes, rentrer les outils, attacher les animaux. Catherine descend de sa demeure pour superviser les préparatifs. Son regard tombe sur Cheikh. Cet homme de 28 ans travaille au champ depuis 6 ans. Il arrive du Sénégal dans les cales d'un négrier. Sa force physique impressionne les acheteurs lors de la vente aux enchères. Catherine elle-même le remarque. Elle l'achète pour un prix élevé. Cheikh refuse de se soumettre. Il tente de s'échapper 3 fois la première année. Chaque fois on le ramène. Chaque fois on le fouette. Mais jamais il ne baisse les yeux devant ses bourreaux. Catherine observe cet homme qui refuse de se briser. Quelque chose en elle reconnaît cette même fierté qu'elle enterre chaque jour pour survivre. Elle interdit qu'on le fouette davantage. Elle le place aux écuries, loin des champs où les contremaîtres brutalisent les esclaves à leur guise. Les autres planteurs la critiquent. Une faiblesse de femme, disent-ils. Elle ignore leurs remarques. Cheikh ne comprend pas cette clémence. Il se méfie. Dans son pays, il était prince d'une lignée royale. Les guerres tribales le capturent et le vendent aux esclavagistes européens. Il perd tout en une nuit. Sa liberté, sa famille, son identité. À Saint-Domingue, il devient un numéro, une propriété, un animal de labour. La haine consume son sœur. Il rêve de vengeance, de sang, de liberté reconquise par la force. L'ouragan approche. Les bourrasques deviennent violentes. La pluie commence à tomber, d'abord par gouttes espacées, puis en trombes serrées. Le ciel gronde. Les éclairs zèbrent les nuages noirs. Catherine ordonne à tout le monde de se mettre à l'abri. Les esclaves courent vers leurs cases. Les domestiques se réfugient dans les dépendances. Les contremaîtres rejoignent leur logement. La demeure principale possède des volets épais, des murs solides. Catherine devrait y rester, mais elle se souvient des réserves. Les barils de farine, le sucre, le rhum, les outils précieux, tout se trouve dans la grande cave située à l'écart de la maison, construite à flanc de colline pour profiter de la fraîcheur naturelle. Si l'eau s'infiltre, si l'humidité gagne, des mois de provisions seront perdus. Elle attrape une lanterne et sort sous la pluie battante. Le vent manque de la renverser. Elle tient bon, progresse vers la cave. La porte en bois massif résiste aux rafales. Elle l'ouvre avec difficulté, descend les marches de pierre. L'air frais de la cave contraste avec la chaleur moite de l'extérieur. Les barils s'alignent le long des murs.
Tout semble en ordre. Elle remonte pour fermer la porte quand une silhouette apparaît sous la pluie. Cheikh. Il court vers la cave, trempé jusqu'aux os. La foudre tombe à quelques mètres. L'arbre qu'elle frappe explose dans un craquement assourdissant. Cheikh plonge dans l'ouverture de la cave. Catherine claque la porte derrière lui. Le vent hurle dehors comme une bête enragée. Ils se retrouvent face à face dans la pénombre. L'eau ruisselle sur leurs vêtements. Catherine lève sa lanterne. La lumière vacillante éclaire le visage de Cheikh. Pour la première fois depuis des années, elle le regarde vraiment. Elle voit l'homme derrière l'esclave. Les yeux sombres qui brillent d'une intelligence vive. Les traits nobles qui trahissent son origine royale. Les mains puissantes qui pourraient la briser en un instant. Cheikh la fixe aussi, cette femme qui possède sa vie. Cette maîtresse qui peut ordonner sa mort d'un geste. Mais dans cette cave isolée, face au déferlement de la tempête, les rôles s'estompent. Ils ne sont plus que deux êtres humains confrontés à la fureur des éléments. Un craquement terrible secoue la porte. Le vent s'engouffre par les interstices. Catherine et Cheikh se précipitent pour bloquer l'ouverture. Ils poussent ensemble contre le battant qui menace de céder. Leurs épaules se touchent. Leurs mains agrippent le même bois rugueux. Pendant ces quelques secondes, ils ne sont ni maîtresses ni esclaves, juste deux personnes qui luttent pour survivre. La porte tient. Ils reculent, essoufflés. Catherine pose la lanterne sur un tonneau. La lumière projette des ombres dansantes sur les murs de pierre. Le rugissement de l'ouragan emplit la cave d'un grondement continu. Impossible de sortir maintenant. Ils sont piégés ici jusqu'à ce que la tempête se calme. Le silence s'installe entre eux. Un silence pesant, chargé de toutes les paroles jamais échangées. Catherine s'assoit sur une caisse. Cheikh reste debout, adossé au mur opposé. Les minutes s'écoulent. Le temps perd son sens dans cet espace confiné où seule la tempête marque les heures qui passent. Catherine finit par parler. Sa voix résonne étrangement dans la cave. « Tu viens du Sénégal. » Ce n'est pas une question. Cheikh la regarde, surpris. Elle continue. « Les marques tribales sur ton visage, je les ai vues le jour de la vente. Tu étais quelqu'un d'important là-bas. » Cheikh hésite. Personne ne lui a jamais posé de questions sur son passé. Les maîtres ne s'intéressent pas à l'humanité de leurs esclaves. Il répond, sa voix grave résonnant dans l'obscurité. « J'étais prince de la lignée Wolof. Va. » Catherine hoche la tête. Elle s'attendait à quelque chose comme ça. La façon dont il se tient, dont il regarde les autres. Une dignité que les chaînes n'ont jamais pu briser. Comment es-tu arrivé ici? Cheikh ferme les yeux. Les souvenirs affluent, douloureux comme des coups de poignard. Il raconte la guerre entre royaumes, la trahison d'un allié, la capture lors d'une embuscade nocturne, les chaînes, la marche forcée jusqu'à la côte, le bateau négrier, les semaines dans la cale, enchaînées à d'autres hommes, la puanteur, la maladie, les corps jetés à la mer, l'arrivée à Saint-Domingue, la vente. Catherine écoute. Chaque mot résonne en elle comme un coup de gong. Elle connaissait l'esclavage de manière abstraite, les chiffres, les comptes, les registres. Mais entendre le récit de cet homme transforme l'abstraction en réalité tangible et terrible. Elle comprend soudain l'ampleur de l'horreur qu'elle perpétue. « Pourquoi me racontes-tu cela ?» demande-t-elle finalement. Cheikh ouvre les yeux. Il la regarde avec une intensité qui la transperce. « Parce que vous m'avez posé la question. Parce que pour la première fois, quelqu'un veut savoir. Vont. » Catherine détourne le regard. La culpabilité monte en elle comme une marée. Elle cherche des mots, une justification. Elle murmure « Je n'ai pas créé ce système. Je suis né dedans. » Cheikh rit. Un rire sans joie qui résonne amèrement. « Moi aussi j'étais né dans un système. J'avais des esclaves dans mon royaume, des prisonniers de guerre, des criminels. Je ne me posais pas de questions. Puis je suis devenu l'un d'eux, j'ai compris. » Ces paroles frappent Catherine avec la force d'une révélation. Elle réalise que cet homme comprend les deux côtés. Il a été maître et esclave. Il connaît l'illusion du pouvoir et la réalité de l'impuissance. Elle se lève, s'approche de lui. Pour la première fois depuis des années,
Elle laisse tomber son masque de femme forte. J'ai honte. 2 mots simples. 2 mots qui changent tout. Cheikh la regarde. Il voit les larmes qui brillent dans ses yeux. Cette femme qui terrorise les contremaîtres et impressionne les planteurs pleure devant lui. L'esclave qu'elle possède. Le vent hurle toujours dehors. La tempête redouble de violence. La cave tremble. De la terre tombe du plafond. Catherine sursaute. Cheikh s'approche instinctivement, prêt à la protéger si la voûte s'effondre. Leurs corps se touchent presque. Catherine lève les yeux vers lui. Ce qui se passe ensuite défie toutes les lois de Saint-Domingue, toutes les règles de cette société esclavagiste. Catherine pose sa main sur le bras de Cheikh, un geste simple, un contact. La reconnaissance de leur humanité commune. Cheikh ne bouge pas. Il sent la chaleur de cette main sur sa peau. Cette main qui pourrait ordonner sa torture ou sa mort. Mais à cet instant, ce n'est que la main d'une femme qui touche celle d'un homme. Rien de plus. Rien de moins. Il reste ainsi, immobile, tandis que l'ouragan dévaste l'extérieur. Les minutes deviennent des heures. Il parle. Catherine raconte son arrivée à Saint-Domingue, ses illusions perdues, son mariage malheureux, la mort de son mari, sa solitude. Cheikh écoute. Pour la première fois, il voit la cage dorée dans laquelle cette femme vit aussi. Une cage différente de la sienne, mais une cage quand même. Cheikh parle de son enfance au Sénégal. Les chasses royales. Les cérémonies rituelles. Sa formation de guerrier. Ses femmes. Ses enfants qu'il ne reverra jamais. Chaque mot creuse plus profond dans le cœur de Catherine. Elle réalise l'étendue de ce qui lui a été arraché. Sa vie entière, son identité, son futur. La nuit avance, la fatigue les gagne. Catherine s'endort, la tête appuyée contre un tonneau. Cheikh reste éveillé, surveillant la porte qui gémit sous les assauts du vent. Il pourrait la tuer maintenant. Personne ne saurait. L'ouragan offre l'alibi parfait. Mais il la regarde dormir et comprend que cette femme n'est pas son ennemie. Elle est une prisonnière comme lui, piégée dans un système qui les broie tous les deux. L'aube arrive. Le vent faiblit. La pluie ralentit. L'ouragan s'éloigne. Cheikh secoue doucement Catherine. Elle se réveille, désorientée. Puis la mémoire revient. La tempête, la cave, leur conversation. Elle se lève, arrange ses vêtements trempés et sales. Il remonte vers la porte. Cheikh la pousse. Elle résiste. Il force. Le battant s'ouvre enfin dans un grincement. La lumière grise du matin inonde la cave. Ils sortent et découvrent le carnage. L'ouragan a tout détruit. Les arbres arrachés jonchent le sol. Les toits des cases se sont envolés. Les champs de canne à sucre ressemblent à un champ de bataille. La demeure principale a perdu une partie de sa toiture. Des débris partout. Des animaux morts. Le silence après la fureur. Les survivants sortent lentement de leurs abris. Ils regardent les dégâts avec des yeux vides. Tout est à reconstruire. Des mois de travail. Catherine observe ce désastre. Elle devrait penser aux pertes, aux coûts, à la reconstruction. Mais son esprit reste dans la cave, dans ce moment suspendu où elle a vu au-delà des apparences. Les contremaîtres arrivent. Ils voient Catherine et Cheikh sortir ensemble de la cave. Leurs vêtements sales, leurs cheveux défaits, leurs regards qui se croisent. Les soupçons naissent immédiatement. Les murmures commencent. Une maîtresse blanche et un esclave noir. Seule toute la nuit. L'impensable. Catherine sent le poids des regards. Elle redresse les épaules. Elle reprend son masque de maîtresse impitoyable. Elle ordonne à Cheikh de rejoindre les autres esclaves pour commencer le nettoyage. Il obéit sans un mot, mais leurs yeux se rencontrent une dernière fois. Un regard qui dit tout ce que les mots ne peuvent exprimer. Les jours suivants, la plantation redevient une ruche d'activité. On déblaye, on répare, on reconstruit. Catherine supervise tout avec son efficacité habituelle. Mais quelque chose a changé en elle. Elle observe différemment les esclaves qui travaillent. Elle voit les hommes et les femmes derrière les outils. Les vies brisées, les rêves perdus. Elle commence à faire des changements subtils. Elle réduit les heures de travail. Elle ordonne de meilleures rations. Elle interdit les punitions corporelles sans son autorisation.
Les contremaîtres grognent mais obéissent. Les autres planteurs remarquent. Ils l'accusent de faiblesse. Elle ignore leurs critiques. Cheikh travaille aux écuries. Il évite Catherine, pas par ressentiment, par prudence. Les rumeurs circulent déjà. Si on les voit ensemble, les conséquences seraient terribles. Pour elle, le scandale. Pour lui, la mort. L'ordre social de Saint-Domingue ne tolère aucune transgression de la barrière raciale. Mais Catherine le cherche du regard, dans la cour, aux écuries, pendant les distributions de nourriture. Elle ne peut s'empêcher de penser à lui, à leur conversation, à cette nuit où ils étaient juste deux êtres humains égaux face à la tempête. Cette pensée devient une obsession qui ronge son quotidien. 3 semaines après l'ouragan, Catherine prend une décision. Elle attend la nuit. Elle sort de sa demeure et marche vers les écuries. Les chiens ne grognent pas. Ils la connaissent. Elle entre dans le bâtiment. L'odeur du foin et des chevaux l'enveloppe. Une petite pièce au fond sert de logement à Cheikh. Elle frappe doucement. Il ouvre. Sa surprise se lit sur son visage. Catherine entre rapidement, referme la porte. L'espace est minuscule. Un lit de paille, une couverture usée, une cruche d'eau. Rien d'autre. La réalité de sa vie d'esclave condensée dans ces quelques mètres carrés. « Vous ne devriez pas être ici », dit Cheikh. Catherine sait qu'il a raison. Mais elle ne peut plus vivre dans le mensonge. Elle doit dire ce qu'elle ressent. Cette nuit dans la cave, tu m'as montré la vérité. Cheikh la regarde. Il comprend. Cette femme a vu au-delà du système. Elle a reconnu l'humanité qu'on lui a appris à nier. Mais cette reconnaissance ne change rien. Les lois restent les mêmes. Les chânes demeurent. La vérité ne vous libérera pas, répond-il doucement. Catherine refuse de partir malgré le danger que représente sa présence dans la chambre de Cheikh. Elle lui confie ses projets secrets, alléger les conditions de travail, améliorer les rations, préparer l'affranchissement de certains esclaves. Cheikh écoute avec scepticisme. Il a trop souffert pour croire que ses bonnes intentions changeront vraiment les choses. Le système esclavagiste est trop puissant. Catherine se lève alors et lui propose de combattre ensemble. Cette promesse scelle leur destin commun. Les nuits suivantes, Catherine revient discrètement voir Cheikh. Ensemble, ils élaborent des plans minutieux. Elle peut falsifier les registres, détourner des fonds, créer de faux papiers d'affranchissement. Lui peut organiser les esclaves, préparer une évasion collective, établir des contacts avec les esclaves marrons réfugiés dans les montagnes. Mais au-delà de cette alliance stratégique, un sentiment plus profond naît entre eux. Catherine admire son courage, sa force, son refus obstiné de se soumettre. Cheikh voit en elle une femme qui sacrifie ses privilèges pour ses convictions. Un soir, leurs mains se touchent. Le désir explose entre eux, puissant et dangereux. Ils connaissent les risques. La loi coloniale punit de mort toute relation entre une femme blanche et un esclave noir. Pourtant, ils s'embrassent et font l'amour sur le lit de paille. C'est un acte révolutionnaire, criminel, mais surtout un acte non-amour qui affirme leur humanité commune face à un système qui la nie. Les semaines passent. Leur double vie continue. Le jour, Catherine joue la maîtresse stricte et Cheikh l'esclave obéissant. La nuit, ils deviennent eux-mêmes, parlant, riant, planifiant, s'aimant. Ces moments volés deviennent leur vraie existence, mais les secrets ne durent jamais. Un contremaître soupçonneux suit Catherine une nuit et les découvre ensemble. Sa rage éclate devant cette transgression ultime de l'ordre racial. Le lendemain, le contremaître dénonce Catherine aux autorités. Les soldats envahissent la plantation, traînent Cheikh hors des écuries et l'enchaînent. Catherine tente de s'interposer mais on la repousse violemment. Le verdict tombe rapidement. Cheikh sera pendu, Catherine déshonorée et emprisonnée. Dans la cour, le commandant lit l'acte non-accusation devant tous les esclaves rassemblés. Relations illicites entre races, corruption de l'ordre social, trahison de classe. Soudain, l'impensable se produit. Les esclaves réagissent. Ils murmurent d'abord, puis parlent plus fort. Ils entourent les soldats, refusant de laisser pendre Cheikh. Les fusils se lèvent. La révolution semble imminente, mais Catherine intervient. Elle supplie les esclaves de se retirer, de ne pas mourir pour elle. Lentement,
la foule se disperse. Les soldats emmènent Cheikh. Catherine obtient quelques minutes pour lui dire adieu. Dans la cellule, ils se font face une dernière fois. Cheikh sourit malgré ses chaînes et le sang qui coule de sa tempe. Catherine l'embrasse devant les gardes choqués et lui murmure qu'elle l'aime. Cheikh répond qu'il l'aime aussi. On les sépare de force. Cette nuit-là, enfermée dans sa demeure, Catherine ne dort pas. Elle entend construire la potence, les ordres aboyés, le silence pesant. À l'aube, on vient la chercher. La potence se dresse contre le ciel rose. Cheikh prononce ces derniers mots. Il a vécu en esclave, mais meurt en homme libre car il a aimé librement. Catherine pleure ouvertement. Quand le bourreau s'approche, elle se débat pour monter sur l'échafaud avec lui. Les esclaves se mettent à chanter un chant africain que Cheikh leur a appris. Dans la confusion, le commandant ordonne l'exécution immédiate. Cheikh meurt en souriant. Catherine s'effondre. On la ramène dans sa demeure où elle refuse de manger ou parler pendant des jours. Les autorités décident de l'exiler dans un couvent en métropole pour étouffer le scandale. Mais Catherine ne montera jamais sur ce bateau. Une nuit, elle retourne à la cave où tout a commencé. Elle s'assoit exactement au même endroit que la nuit de la tempête et ne remonte plus. On la trouve morte quelques jours plus tard, le visage paisible, comme si elle avait décidé de rejoindre Cheikh. On l'enterre discrètement pour effacer le scandale. Mais les esclaves se souviennent. Ils racontent l'histoire de la marquise et de Cheikh partout. Des années plus tard, lors de la révolution haïtienne, certains brandissent cette histoire comme preuve que le changement est possible, que les barrières raciales ne sont que constructions humaines. La plantation Bellecour brûle pendant la Révolution. Tout s'effondre sauf la cave qui résiste au temps. Les habitants évitent cet endroit hanté où on entend parfois des voix murmurer dans l'obscurité. L'histoire de Catherine et Cheikh survit, transmise de génération en génération, symbole de résistance et d'humanité triomphant même dans la cruauté. La cave demeure, monument involontaire d'un amour impossible, témoin de cette nuit qui changea deux vies. Catherine et Cheikh ne sortirent jamais vraiment de cette cave, parce qu'ils y trouvèrent la liberté que le monde extérieur leur refusait. Pas la liberté physique, mais celle de l'esprit et du cœur. Leur histoire enseigne une vérité puissante. Nous sommes tous humains, tous égaux dans notre capacité à aimer. Aucune loi ne peut effacer cette vérité fondamentale.